Comme durant les orages de cette fin de semaine passée ou d'autres moments, vous pouvez parfois vous poser la question, comment est-ce qu'il peut pleuvoir autant? Pour comprendre tout ceci, il faut aborder deux notions presque invisibilisées des bulletins météo classiques, l'eau précipitable et le point de rosée. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Commençons donc avec l'eau précipitable et pour structurer mon propos, eh bien, je vais utiliser quelques captures de la page Wikipédia de l'eau précipitable. Donc, je rappelle, l'eau précipitable est la quantité d'eau qui pourrait être obtenue si toute la vapeur d'eau contenue dans une colonne d'air était condensée et précipitée. Elle est donnée sous la forme d'une épaisseur ou d'une masse surfacique d'eau liquide avec évidemment 1 mm d'eau précipitable égale 1 kg d'eau par mètre carré, 1 litre d'eau. Vous connaissez un petit peu la chanson. Dès lors, si l'eau précipitable est obtenue en condensant l'humidité sur toute la colonne atmosphérique, eh bien on comprendra qu'en langage mathématique avec une équation, l'eau précipitable est l'intégration, évidemment, dans la colonne de l'humidité spécifique selon l'altitude. Donc vous avez ici, vous voyez, le symbole de l'intégrale qui va de la surface à l'infini, évidemment, multiplié par la densité de l'air avec la hauteur. Donc vous avez ici les différents paramètres. La page Wikipédia précise qu'en utilisant la loi des gaz parfaits et l'équilibre hydrostatique, on va passer sur le détail, l'équation peut s'exprimer en une intégration de l'humidité selon la pression dans la colonne, on le voit ici, donc en partant de la surface jusqu'à une pression donc nulle, avec évidemment UG et l'accélération terrestre. Et donc voilà, pour la précision, donc en tout cas, pour simplifier les choses, c'est clairement prendre vraiment l'humidité à chaque niveau et en additionnant tout ceci, eh bien, on obtient l'eau précipitable. Ces niveaux d'eau précipitable permettent de catégoriser finalement certains climats. Quand vous avez moins de 5 mm, vous êtes dans l'extrêmement sec, donc les zones désertiques. Quand vous êtes de 5 à 15 mm, vous êtes plutôt dans les zones polaires. Pour notre zone de 16 à 45, c'est quand même une marge assez importante, eh bien vous êtes dans la latitude moyenne. De 45 à 60, vous êtes dans les fortes humidités et l'air subtropical. Et puis au-delà de 60, vous êtes dans la très forte humidité. Avec une carte, c'est encore beaucoup plus parlant, évidemment. J'ai pris la modélisation donc du supercalculateur européen et on peut voir effectivement au-delà de 45, donc vous êtes dans le subtropical et tropical et comme par hasard, eh bien vous êtes effectivement dans ces zones mauves qui sont du côté de la zone de convergence intertropicale. Au passage, on a ici la tempête tropicale donc Alvin qui circule au large du Mexique. Et donc, vous avez aussi des traces de cette humidité tropicale et subtropicale qui remontent donc à travers l'Atlantique jusque aux portes donc de l'Europe occidentale avec ces couleurs relativement bleues. A contrario, eh bien, vous pouvez prendre par exemple le désert d'Atacama qui est vraiment proche de zéro et qui est quand même plus proche de zéro que le Sahara par exemple. On a évidemment aussi le Groenland qui est bien sûr très sec, sans oublier tout ce qui est l'Antarctique. Donc on peut vraiment voir à travers ça, eh bien finalement différents climats. Là où ça commence à devenir très intéressant, c'est quand nous prenons les radiosondages effectués dans toute la station à travers le monde et notamment une station en Guyane française à Rochambeau est donc située dans un climat tropical où il fait bien chaud. Et je signale déjà que plus l'air est chaud, plus il peut contenir de l'humidité. Mais si en plus, eh bien, vous avez à droite la température classique et à gauche le profil du point de rosée qui sont très très proches, eh bien, cela veut dire que le taux d'humidité est très élevé. Et donc, cela veut dire évidemment que si vous additionnez cette humidité sur toute la colonne atmosphérique, eh bien, il est normal
comme expliqué dans la carte précédente, eh bien que vous aurez donc une eau précipitable très élevée. Si vous prenez une autre station dans le même continent, c'est-à-dire toujours en Amérique du Sud, mais cette fois-ci dans un climat désertique, à Antofagasta, dans le nord du Chili, eh bien au départ, alors effectivement, vous avez un taux d'humidité donc qui est très proche de zéro parce que vous avez le courant de Humboldt qui réfrigère les basses couches et qui provoque une saturation de celles-ci, mais vous êtes quand même dans la zone des anticyclones subtropicaux, comme je l'ai signalé dans le décryptage précédent. Vous avez la fiche au-dessus, et donc vous avez un taux d'humidité qui est très bas, avec une courbe du point de rosée qui est très proche de la température classique. Donc il faudra évidemment fournir beaucoup d'énergie pour arriver à saturation, ce qui ne sera à peu près jamais le cas dans cette région du monde. Et donc évidemment, la quantité d'eau précipitable sera très faible. Et puis alors, last but not least, nous restons dans un climat désertique, mais cette fois-ci beaucoup plus froid, et nous sommes en Antarctique, dans une station opérée par l'Australie. Donc il fait évidemment très froid. Il y a, à contrario d'un climat tropical, eh bien un climat polaire, un climat très froid, peut renfermer très peu d'humidité. Donc vous avez beau avoir un taux d'humidité proche de 100% à certaines zones de ce radiosondage, eh bien vous ne récolterez que très peu d'humidité absolue. Et donc, on peut le voir effectivement que le taux d'humidité est quand même majoritairement bien bas, mais en plus, donc, si vous avez des températures très basses, eh bien, nous avons évidemment un climat désertique très sec. Il ne faut jamais oublier que l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Et donc, nous commençons à comprendre pourquoi l'eau précipitable est une donnée importante en météorologie. Elle varie dans le temps et l'espace avec les mouvements de l'atmosphère. Cette vapeur d'eau se transforme en nuages et précipitations, et il est donc très important d'en avoir une cartographie la plus précise possible pour le prévoir le temps à grande échelle. Alors, c'est d'autant plus important que l'eau précipitable donc contient dans les tropiques bien de l'humidité avec des températures très élevées, c'est autant de moiteur, c'est autant d'énergie, notamment dans les cyclones tropicaux, qui peut être envoyé vers le nord, dans la latitude tempérée et surtout dans le courant jet qui gouverne le temps dans la latitude tempérée. Et cette énergie envoyée dans le courant jet, on le signale à maintes reprises dans nos décryptages, eh bien, cela peut le modifier car le courant jet, qui est un fluide, est très réactif à toute cette énergie. Il peut être amplifié ou il peut être stimulé, devenir très violent, et donc au final, en hiver et en automne, essentiellement, eh bien, produire les tempêtes d'hiver et d'automne dans les latitudes tempérées en Europe occidentale, par exemple. Donc suivre l'eau précipitable à travers notamment les rivières atmosphériques dans ces moments, à cette époque de l'année, eh bien c'est quand même très important, car c'est à ce moment-là quand même que nous pouvons avoir dans des fronts donc bien structurés, eh bien de grandes quantités de précipitations. Les valeurs d'eau précipitable prévues peuvent ainsi montrer le risque d'inondation, si la prévision montre des quantités de 2 à 3 ou plus fois plus importantes que la valeur climatologique pour la saison. On peut le voir notamment dans les cartes d'anomalies d'eau précipitable et aussi de rivières atmosphériques que nous utilisons quand même à maintes reprises dans nos décryptages. Nous vous conseillons vraiment de parcourir vraiment tous nos décryptages et vraiment d'observer vraiment toutes les analyses qui permettent de comprendre vraiment ces phénomènes qui sont quand même très importants. Alors en hiver, la troposphère est plus proche de la saturation, même avec une valeur d'eau précipitable faible, et par soulèvement de la masse d'air, par un front, des précipitations importantes peuvent se produire, surtout par conflit de masse d'air, parce que effectivement, si vous avez de l'air très froid au nord, mais vous avez de l'air très doux qui remonte avec une grosse quantité d'eau précipitable venant des tropiques ou des subtropiques, eh bien, ce conflit de masse d'air
qui est d'autant plus important avec cette énergie apportée par l'eau précipitable. Si vous êtes dans la partie nord, dans la partie froide, eh bien, vous pouvez avoir effectivement des tempêtes de neige. Signalons aussi à propos de la troposphère qu'elle est plus épaisse dans les tropiques que dans les pôles, et donc non seulement dans les tropiques, il fait plus humide, aussi à cause des océans qui sont plus chauds, donc il fait plus chaud, donc cela peut contenir plus d'humidité, et en plus la troposphère est plus épaisse, et donc l'intégration de toute l'humidité relative fait qu'effectivement l'eau précipitable est d'office finalement pour trois raisons plus importantes dans les tropiques que dans les pôles. À plus petite échelle, les orages sont le lieu d'un mouvement vertical très important et l'eau précipitable est un des paramètres utilisés dans la prévision des orages violents pour estimer les quantités de pluie ou de grêle qu'ils peuvent produire. Ces précipitations étant souvent plus importantes que l'eau précipitable disponible dans la colonne d'air où se trouve le nuage, cela montre que ce dernier puise son eau dans les régions environnantes, principalement dans la couche limite atmosphérique. Et encore une fois, donc, la troposphère est plus épaisse dans les tropiques, et donc les orages peuvent être plus diluviens dans ces régions-là. Si nous revenons donc à nos moutons orageux de ce week-end passé, eh bien, effectivement, il a quand même plu pas mal à certains endroits avec de beaux orages, et cela n'est donc pas dû au hasard avec cette poche d'eau précipitable. Vous voyez qu'on a quand même des valeurs avec donc les lignes à 32 millimètres, mais même dans des zones au-delà, en rouge et même en brun, donc on est du côté de 35 millimètres. Donc ce n'est pas non plus exceptionnel, on a parfois eu des valeurs de 40 à 45 millimètres, mais malgré tout, ceci permet d'expliquer quand même les orages assez importants qui ont eu lieu. Et on va pouvoir constater avec la carte suivante, eh bien, que tout ceci ne vient pas de nulle part, parce qu'effectivement, comme je l'ai signalé précédemment, eh bien, cette eau précipitable qui est plus digne de valeurs plus méridionales, eh bien, elle vient effectivement des latitudes de l'Atlantique nord subtropical, et vous avez même ici donc la zone violette avec 40 millimètres, et donc tout ceci a été emporté par le courant jet. Mais on pourra remarquer que pas tellement loin de Terre-Neuve, donc dans une zone aussi de latitude tempérée, eh bien on a des couleurs encore bien plus prononcées dans une zone plus large, donc plus de 40 millimètres, et donc encore une fois, c'est de la moiteur, c'est de l'énergie qui est envoyée, et donc, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, tout ceci entre en collision avec le courant jet, et on peut donc constater que les vitesses du courant jet, qui sont habituellement dans le bleu foncé au clair, eh bien, sont beaucoup plus dans le vert et même dans l'orange, donc avec des valeurs de 250 km par heure, et donc des valeurs quand même assez élevées. Eh bien, donc, c'est la réaction du courant jet qui est stimulé donc en vitesse, mais qui est aussi amplifié, et cela a son importance pour la météo de cette semaine. Prenons un instant la carte des points de rosée du 31 mai 2025, où nous pouvons constater notamment sur le nord de la France et le Benelux des points de rosée élevés qui se situent dans la confort. La confort se situe en général à partir de 17 ou 18 degrés. Vous avez même plus de 20 degrés jusqu'à 23 degrés près de Paris, ce qui correspondrait en théorie à une température de 23 degrés et un taux d'humidité de 100%. Mais donc, il n'est pas anormal de rencontrer dans ces régions-là où vous avez 35 millimètres d'eau précipitable, évidemment, des taux d'humidité et des points de rosée très élevés, puisque donc l'eau précipitable est l'accumulation du taux d'humidité sur toute la colonne atmosphérique. Alors évidemment, on pourrait rencontrer des exemples où vous avez un taux d'humidité très haut dans les basses couches et très bas dans les hautes couches, comme c'est effectivement le cas à Antofagasta, mais il faut admettre qu'évidemment, tout ceci n'est pas vraiment une surprise. Et si nous prenons la carte du 1er juin, on peut constater que cette zone s'est déplacée vers l'est, avec des valeurs un peu moins élevées, mais qui restent dans l'inconfort, autour de 20 degrés. Et on va pouvoir comprendre, évidemment, pourquoi
eh bien, les orages ont été assez déluviens et grêligènes dans toute cette zone. Si nous prenons par exemple la carte des cumuls du site Météo-Ciel, donc la lame d'eau sur 48 heures entre jusqu'au dimanche 20 heures, on peut quand même constater toute une série de zones en jaune orangé qui se sont déplacées évidemment avec le point de rosée élevé. Ces jaunes orangés, ces zones rouges jaune-orangé, pardon, eh bien, quand même, vont de 40 à 70, voire 80 millimètres de lame d'eau sur 48 heures, ce qui est quand même pas rien. Et ceci, donc, permet de comprendre et de se corréler avec l'eau précipitable élevée. Au final, prenons cette carte de la pression réduite au niveau de la mer, couplée au niveau d'eau précipitable, selon le modèle européen, avec donc des niveaux en brun dans les latitudes polaires et des niveaux en vert bleu dans les latitudes tropicales. Et admirer comment les dépressions, ici notamment celle-ci, aspirent cette langue d'eau précipitable vert clair vers quasiment la France en couleur jaune, mais vous avez d'autres systèmes qui se développent, notamment celui-ci qui aspire là aussi de l'eau précipitable. Donc vous avez au final ces dépressions qui aspirent ces langues de précipitable et qui se renforcent en les aspirant. C'est pratiquement un jeu de gagnant-gagnant. Donc on peut vraiment voir comment toutes ces quantités d'eau précipitable présentes dans les tropiques peuvent remonter vers la latitude tempérée en renforçant le courant de jet, en renforçant les dépressions qui ensuite dérivent vers l'Europe occidentale. Donc au final, connaître vraiment le niveau d'eau précipitable dans ces régions-là est fondamental pour comprendre la dynamique atmosphérique plus au nord et comprendre la formation des dépressions qui ensuite atteignent notre météo européenne. Voilà pour ce décryptage météo numéro 26. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de commenter pour quand même nous dire si vous avez appris des choses vraiment intéressantes grâce à nos décryptages. N'oubliez pas évidemment de partager et de vous abonner et surtout de le faire avec la clochette parce que j'ai un peu l'impression que certaines personnes oublient ça, notamment pour être rappelées de nos futures vidéos et notamment des directs météo qui ont donc commencé jeudi passé. Nous étions une petite quinzaine à discuter bien des tendances saisonnières de l'été 2025. Nous verrons de quoi nous discuterons donc lors du direct météo numéro 2. Donc là, nous avons un peu parlé évidemment de la météo passée, donc il est fort probable que nous parlerons un petit peu de la météo du futur dans ce direct météo. J'espère que vous serez nombreux pour que nous puissions en discuter dans notre communauté en toute convivialité. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi soir 21 heures pour le direct météo numéro 2. Salut!